Bonjour à tous, un nouveau numéro du Breakfast Solutrans. Solutrans, vous le savez, qui a lieu à Lyon Eurexpo du 21 au 25 novembre. Solutrans qui a déjà une portée européenne depuis plusieurs éditions, plusieurs années déjà. Et nous souhaitions nous intéresser un peu plus ce matin à l'Europe, à ses entreprises de transport routier, mais également à la réglementation qui évolue assez rapidement déjà donc, au niveau de Bruxelles depuis quelques temps. Alors le thème ce matin que nous souhaitons donc développer, c'est les règles européennes, une opportunité ou un obstacle pour le transport routier. Pour y répondre, ou en tout cas tenter d'y répondre, trois invités ce matin. Marco Di Gioia, donc bonjour. Vous êtes secrétaire général de l'UETR. Alors, pour préciser, vous représentez les petites et moyennes entreprises de transport en Europe. Ça représente à peu près 430 000 véhicules. On en parlera. Michael Reul, vous êtes secrétaire général de l'EPTR. Donc vous représentez cette fois-ci les transporteurs en Belgique. Et Jean-Marc Rivera, qu'on ne présente plus, directeur délégué général de l'OTRE. Donc c'est pour la France. Bonjour à vous trois. Alors on souhaitait donc justement parler de la réglementation. Première question, Marco, comment se portent les TPE et PME, donc les petites et moyennes entreprises de transport routier au niveau européen? Bonjour et merci de l'invitation. En fait, aujourd'hui, le transporteur doit faire face à de nombreux défis qui marquent vraiment un tournant au niveau européen, mais peut-être au niveau global aussi. Pendant la pandémie, les transporteurs ont assuré l'approvisionnement des biens essentiels. Donc, moi, je dirais que la société et les acteurs de l'économie se sont rendus compte de l'importance du secteur. Après le Covid, post-Covid, la situation est encore difficile, la situation est encore instable, tout à fait. Il y a des problèmes en termes financiers, il y a encore des pressions au niveau opérationnel, il y a la hausse des prix de l'énergie, comme tout le monde le sait, et il faut aussi remarquer que avec la guerre en Israël, on a vu, ça fait quelques jours, une augmentation des prix internationaux de l'énergie, du gaz et du pétrole. Donc, peut-être il y aura aussi des répercussions sur le secteur. Donc, la hausse des prix de l'énergie, il y a des problèmes en ce qui concerne l'inflation au niveau européen, dans presque tous les pays européens. Il y a des problèmes sur les retards de paiement, malheureusement. Répercussions. C'est un sujet qui existe aujourd'hui. À tout ça, il faut ajouter la pénurie des chauffeurs, la croissante pénurie des chauffeurs. Il y a aujourd'hui à peu près un manque de 450 000 conducteurs, chauffeurs en Europe. Donc c'est pas facile. Donc il y a un problème de recrutement de chauffeurs. Les conditions de travail sont dures. Par exemple, il y a un manque de plus ou moins 100 000 aires de parking sécurisées au niveau européen. Que je sache, seulement les 3% des parkings aujourd'hui en Europe sont certifiés comme sûrs et safe. Donc il faut vraiment améliorer la condition de travail. C'est un travail très très dur. Donc il faut vraiment faire quelque chose pour assurer la livraison des marchandises en Europe. Alors voyons maintenant la France et donc la Belgique. Avec vous, Michael Reul, je le disais, vous représentez les transporteurs belges. On le verra avec Jean-Marc dans un instant pour la France. Comment ça se passe pour la Belgique par rapport à sa situation? Donc on voit, c'est un pays notamment avec des ports. Comment ça se passe, les conditions on va dire, pour les entreprises de transport? Pour l'instant, on traverse manifestement une crise qui a l'air de perdurer. Et donc, par rapport aux chiffres qu'on avait l'année passée, on est presque à moins de 5% de volume, ce qui est du jamais vu. Et donc, on regrette quelque part la période Covid où le citoyen a pu concevoir l'importance du transport et de la logistique. Et aujourd'hui, il y a manifestement un problème avec les containers, vu que le port d'Anvers n'a jamais eu aussi peu de volume qu'actuellement. Il y a un problème dans le secteur de la construction, qui est évidemment très générateur de transport, et un pilier comme la chimie en Belgique ne se porte pas spécialement bien non plus. Mais donc un petit pays comme la Belgique est souvent révélateur de ce qui se passe un peu plus loin, vu qu'on est une économie extrêmement ouverte sur nos pays limitrophes, la France notamment. Donc je n'ai pas l'impression que si ça va mal en Belgique, ça puisse aller particulièrement bien chez nos voisins, même si naturellement on leur souhaite. Jean-Marc Rivera, pour la France, pays transit, même conditions assez défavorables, on va dire, sur les différents secteurs, énergie, etc.
Non, on est exactement dans le même constat, une ambiance plutôt très très morose, des entreprises qui sont extrêmement inquiètes, et c'est vrai que depuis le Covid, on a enchaîné que des épisodes qui ont eu des impacts, Covid, guerre en Ukraine, répercussions sur les prix de l'énergie, l'inflation, les enjeux maintenant probables sur le carburant liés au nouveau conflit israélien. Donc là, vraiment, cette situation de baisse de volume extrêmement importante, quel que soit le secteur d'activité d'ailleurs en marchandises. Nous, on a plutôt tendance à évaluer aux alentours de 25%, donc c'est des éléments extrêmement importants. Dans un deuxième contexte qui est très compliqué, c'est les conditions de répercussion de cette inflation et des coûts, avec des donneurs d'ordre et des clients qui sont extrêmement hermétiques à la répercussion de ces coûts-là, dans un secteur qui marche déjà d'une façon relativement faible, très très inquiétant. Et puis dans un autre contexte qu'on n'oublie pas, c'est des enjeux extrêmement forts de la transition énergétique où des objectifs nous sont fixés et une transition énergétique aujourd'hui qui va coûter extrêmement cher en termes d'investissement et où les entreprises disent mais comment allons-nous faire si on ne peut pas en plus répercuter ces coûts supplémentaires liés à la transition énergétique, d'autant plus qu'on n'arrive même pas à bien vendre notre transport aujourd'hui. Oui, il y a vraiment beaucoup d'inquiétudes. Alors justement, Michael, pareil, je suppose en Belgique, on voit le poste de carburant qui reste comme une préoccupation aujourd'hui. Il y a d'autres, bien sûr, il y a d'autres sujets brûlants, dossiers brûlants. Le carburant, est-ce que les petites et moyennes entreprises ne sont pas plus, on va dire, fragilisées que les grands groupes? J'ai envie de dire voilà, non. La pensée. Non, tout le monde est dans le même bateau et malheureusement le carburant, mais également les accises sont une variable d'ajustement quasi préférée de nos politiques et donc pas plus tard qu'hier, pour son budget 2024, le gouvernement belge a décidé de diminuer la partie de diesel remboursable, donc votre TICPE, si mes souvenirs sont bons, ce qui met les transporteurs à 3 mois de l'échéance, au moment où il faut négocier les prix, au moment où les donneurs d'ordre sont, on peut à la limite le concevoir, mais récalcitrants à l'idée d'augmenter les frais de transport. Notre gouvernement nous met un peu plus le couteau sous la gorge en diminuant ce qui est important pour les transporteurs. Et donc il y a le prix du carburant, Marco en a parlé, il y a les accises, et donc le prix du transport qui va encore augmenter, mais les transporteurs en difficulté. Également au niveau des liquidités. Donc il n'y a pas seulement la rentabilité, il y a également les liquidités. Et quand le carburant augmente, qu'on soit petit ou qu'on soit grand, on doit décaisser pour acheter son carburant avant de toucher bien trop tard le paiement de ses factures de transport. Un camion sans gasoil, enfin en tout cas sans carburant, ne peut pas rouler. Même en Belgique. C'est une évidence. Justement, Jean-Marc, revenons sur la TICPE, qui a été un sujet brûlant il y a encore quelques semaines en France. Donc le gouvernement a décidé de repousser pour l'instant on va dire le remboursement l'annulation du remboursement de la TICPE. C'est un ouf de soulagement ou, enfin pour l'instant, d'une courte durée pour les transporteurs français? C'est effectivement un grand ouf de soulagement. Rappelons que le déremboursement de la TICPE en France est acté depuis la loi Climat et Résilience, donc qui a fixé la fin du remboursement en théorie en 2030. Oui, c'est écrit, c'est gravé. C'est écrit dans la loi le dit. Bon, on avait réussi à l'époque quand même à faire amender la loi pour qu'elle conditionne à certaines réalités, et notamment 2 réalités importantes. Là, l'offre alternative, la réalité de l'offre alternative en énergie pour les véhicules, et puis à la question de la fiscalité du carburant au niveau européen. On voit aujourd'hui des écarts de fiscalité qui sont extrêmement importants. Donc on arrive à tenir avec ces arguments-là depuis 2021, donc ça fait 3 projets de loi de finances, on arrive à écarter le risque. Avec des ministres différents à chaque fois. Oui, mais on sait que le risque perdure et que chaque année la question va se reposer. Et puis il y a un deuxième enjeu pour nous, donc au-delà de conserver ce remboursement partiel qui quand même donne un bol d'air aux entreprises et rééquilibre un peu cette fiscalité par rapport à l'ensemble des pavillons qui circulent en France. Le deuxième enjeu pour nous, c'est la répercussion, ni plus ni moins, des fluctuations du prix du carburant. Et vous savez qu'en France, on bénéficie d'un dispositif que beaucoup de pays européens nous envient, que les Espagnols viennent également de mettre en place, c'est l'obligation de la répercussion en pied de facture, qui est un élément qui est extrêmement important pour nous, mais nous considérons, nous au niveau de TRE, qu'il faut aller encore plus loin. Plus loin, ça veut dire quoi? La loi, elle fixe bien l'obligation de la répercussion, mais elle laisse encore beaucoup trop de liberté dans le calcul de ce pied de facture, les indices de référence, les modalités de calcul. Eh bien, nous disons, allons plus loin, renforçons la loi en mettant en place ce que nous appelons la primauté des indices du CNR. En d'autres termes, nous avons
le comité national routier qui publie aujourd'hui des indices. Ces indices doivent être les seuls et uniques référents pour la mise en place de ce pied de facture, et les modalités de calcul doivent être uniques et pas au gré de la négociation commerciale qui nous est systématiquement défavorable, les clients mettant de toute façon une pression forte sur les transporteurs. C'est une négociation commerciale subie, ce n'est pas une négociation commerciale saine. Alors Marco, on voit que les réglementations et les lois évoluent dans chaque pays européen en fonction des lois déjà votées au Conseil et Parlement européen, notamment le paquet routier, on va y revenir avec vous trois, qui a été voté donc en 2020. Les premières mesures sont entrées en vigueur l'année dernière. C'est une bonne chose pour le secteur justement de réglementer au niveau social et on va dire également économique les entreprises de transport. En fait, le paquet mobilité a été approuvé en 2020, comme vous venez de dire, après 3 ans de négociations très difficiles. Donc, les paquets mobilité, c'est un compromis, des intérêts parfois très différents. Qu'on soit à l'ouest ou à l'est. Européens. Voilà. Mais, grosso modo, à notre avis, le résultat, c'est pas mal. Tout à fait, nous sommes favorables à la libéralisation des transports routiers, mais malheureusement, encore en Europe, il y a des lacunes dans les marchés intérieurs de l'Union européenne. Donc, il faut combler, il faut réglementer, promouvoir des solutions à ces lacunes. Après ça, on pourra parler de libéralisation totale. Donc, le paquet mobilité, pour la première fois, représente un cadre juridique, réglementaire, organique, cohérent, qui met ensemble plusieurs parties, le temps de congé de repos, le détachement de travail de chauffeur, l'accès au marché, à la profession, et autre chose très important, les différents piliers du paquet mobilité se parlent. C'est un cadre assez cohérent. Donc, encore une fois, le résultat est positif. Peut-être un commentaire en ce qui concerne le remboursement des accises. C'est un sujet qui parfois on a évoqué au niveau européen. Donc la question ici c'est... Est-ce qu'il ne faudrait pas une loi européenne au départ? Oui, parce qu'il y a une règle européenne qui fixe aussi le niveau minimal de remboursement des taxes. C'est 330 € par 1000 litres. Donc une solution communautaire que nous avons évoquée, c'est la possibilité des États membres d'aller au-dessus du niveau fixé par la directive des produits énergétiques. Malheureusement, dans les questions de taxation au niveau européen, il faut le consensus. C'est-à-dire, c'est très difficile. D'accord, bon, on aura l'occasion d'en reparler. Avant de laisser la parole à Michael Reul pour la Belgique, concernant la France, est-ce que parmi les mesures du paquet routier, il y a le retour obligatoire des véhicules à leur base opérationnelle tous les 8 semaines et tous les 4 semaines pour les conducteurs. Ça a été une étape importante? Alors, d'abord, je partage les propos de Marco. Pour nous, nous considérons que le paquet mobilité est c'est un très bon texte. Ça n'a pas été facile de le mettre en place plusieurs années. C'est un très bon texte. Il fixe un certain nombre de règles que nous estimions, nous, indispensables. C'est effectivement le retour du véhicule toutes les 8 semaines, le retour du salarié à son pays d'origine toutes les 4 semaines. C'est la période de carence interdisant de cumuler 2 périodes de cabotage cumulées. C'est la reconnaissance du statut de salarié détaché pour le conducteur en situation de cabotage. Bon, même s'il y a effectivement quelques incohérences qu'il nous faut effectivement caler, mais sur le principe, c'est pour nous... Il fallait une loi, voilà, en tout cas. L'élément clé pour nous là-dedans, c'est pas tout d'avoir changé des règles, d'avoir fixé des règles plus contraignantes, plus précises, c'est les conditions d'application. Et pour nous, il y a maintenant un élément qui est central, complètement central dans ce paquet mobilité, c'est le développement de l'outil chronotachygraphe nouvelle génération qui pour nous constitue l'élément technique qui permettra de base qui doit permettre un contrôle rapide et simplifié de ces règles-là, notamment grâce à la géolocalisation. Les règles précédentes, elles n'étaient pas contrôlées parce qu'elles étaient quasiment incontrôlables par nos forces de l'ordre, avec le contrôle des papiers, la difficulté de la langue. C'était pas contrôlé. Donc il y a les règles et maintenant il y a l'outil. On considère, nous, que le développement du chrono est central. On doit accélérer cette mesure-là, et avec cet outil-là, on doit avoir des moyens de contrôle automatique nous permettant de vérifier ces règles-là.
Et la règle du cabotage, elle est fondamentale pour nous parce que la concurrence déloyale, notamment en France, elle est exclusivement due et principalement due au non-respect des règles du cabotage. À condition que bien sûr que tous les véhicules en soient équipés, c'était une évidence. Mickaël, en revenant sur la période de carence, il y a eu donc un recours qui a été déposé à la Cour européenne de Malte, auquel s'est joint la Belgique. Vous pouvez nous en dire plus sur cette période de carence? C'est ce que vous souhaitez en fait? Mais il faut d'abord voir que la Belgique n'a pas validé le paquet mobilité, ce qui est tout à fait incroyable quand on sait que Bruxelles, c'est le cœur de l'Europe. Et donc la Belgique est souvent très encline à suivre ce qui se fait au niveau européen. Ici, ils se sont abstenus. Il y a eu un recours de l'UPTR qui a été jugé, qui a été rejeté du fait d'une absence d'intérêt direct à agir. Mais nous l'avons fait en connaissance de cause afin de permettre à l'État belge de copier-coller nos arguments. Courageux que sont nos diplomates, la Belgique s'est greffée sur un dossier qui touche au cabotage. À Malte, c'est quand même assez surréaliste, c'est du surréalisme maltais et pas belge cette fois-ci. Donc c'est toujours pas tranché. Mais vous avez parlé, à raison, et c'est la vision, je pense, française, d'un conflit ou d'une différence de vue Est-Ouest. Nous avons eu une autre analyse. Oui, mais voilà. Et en réalité, c'est ce qu'on voit à Bruxelles. Ça a été vendu comme ça, à raison pour beaucoup d'éléments, mais nous avons estimé avec d'autres pays qu'on n'avait pas tenu compte non plus des caractéristiques géographiques petits versus grands États. En Belgique, en 2 heures de temps, vous avez passé 3 frontières. Vous roulez 2 heures d'est en ouest ou de nord au sud et vous êtes dans un autre pays. Et donc on a vécu et nous vivons le problème du délai de carence en matière de cabotage comme une atteinte directe aux transporteurs belges. On a déjà eu des débats animés, quoique toujours certes polis, bien entendu. Mais nous ne concevons pas les choses de la même manière que nos confrères français, en ce sens que pour les Belges, les conditions salariales, les conditions sociales par rapport à un Français sont les mêmes. Et on vit, rappelons-le, dans le Benelux qui précède l'Union européenne. Et donc il n'y a pas de règle cabotage dans les 3 pays du Benelux pour les entreprises du Benelux. Donc pas pour les Bulgares, les Slovaques et les autres, mais pour les Néerlandais, les Luxembourgeois et les Belges. Le Benelux forme un seul marché, parce que nous sommes un petit pays. Donc nous attendons toujours une décision de la Cour européenne de justice. Mais je ne vois pas non plus beaucoup de verbalisation des autorités ou de contrôle de cette période de carence. Problème de contrôle. Voilà, donc pour l'instant, on va dire que c'est un demi-problème. Alors Jean-Marc, le délai de grâce obligatoire de 4 jours justement pour le cabotage est aussi une bonne chose, on va dire, pour lutter contre la concurrence déloyale. C'était pas le nerf de la guerre, mais en termes, on va dire, économiques, était une chose importante pour, je dirais, pour les grands groupes de transport, mais aussi pour les petites et moyennes entreprises de transport. Oui, pour un pays comme la France, qui est effectivement un pays qui est extrêmement caboté, c'était effectivement un point essentiel. Et j'entends effectivement la situation belge, même si moi je considère que ce délai de carence ou les questions de cabotage sont totalement à écarter de l'activité transfrontalière. Et ça, on peut effectivement considérer que l'activité transfrontalière, elle a raison d'être. Et d'ailleurs, nous la pratiquons également. Donc c'est 2 sujets extrêmement différents. Je rappelle également que les marchandises aujourd'hui, en tout cas en France, la distance parcourue par les marchandises, elle est extrêmement faible. On parle de 200 km. Donc je pense qu'il faut recentrer effectivement le débat. Donc lutter contre cette période de carence, c'est vraiment pour lutter sur les comportements d'un certain nombre de pavillons étrangers. Et je ne vise pas effectivement les Belges, on les connaît, qui de toute façon avaient fait du non-respect des règles de cabotage une règle de fonctionnement pour venir piller le marché intérieur d'un certain nombre de pays, dont la France. Donc pour nous, cette mesure, elle est effectivement indispensable. Et je ne voudrais pas effectivement inquiéter nos amis belges. Effectivement, le contrôle aujourd'hui, il n'est pas encore efficient, mais nous espérons, nous, qu'il va le devenir. Et je réitère, il le deviendra manifestement avec ce nouveau chronotachygraphe. Je vois aujourd'hui que les forces de l'ordre en France sont en train de commencer à positionner l'équipement automatique des véhicules, donc avec des appareils qui vont pouvoir lire avec du Bluetooth les données des tachygraphes en circulation et donc pouvoir cibler leur contrôle. On voit bien que les choses peuvent s'accélérer et on appelle nous à ce qu'elles s'accélèrent encore davantage. Il faudra également que le système Galileo marche aussi, le satellite, pour que l'ensemble marche, si pour le chrono. Nous lâche en plus. Mickaël, revenons aussi sur la question, la directive surtout du poids et dimension sur les 44 tonnes qui font débat en Europe encore aujourd'hui, d'autant plus en France. Quelle est la position de la Belgique ?
Au départ, au temps de l'histoire, dans le Benelux, on roule à 44 tonnes. La France a pris une mesure pour autoriser le 44 tonnes et puis a changé en cours de route son code de la route pour interdire le passage transfrontalier à 44 tonnes. Dans notre esprit, j'ai envie de dire, européen, si c'est 44 tonnes à gauche et si c'est 44 tonnes à droite, il n'y a pas de logique économique pertinente pour dire qu'on ne puisse pas passer. La Commission européenne, dans sa proposition, a suivi notre recommandation de dire, bon, ben, allez, avant le texte de loi, à la limite, parce qu'on peut beaucoup discuter de cette directive passée, mais la logique, le bon sens doit l'emporter. D'autant que quand on dit passage transfrontalier, c'est dans un sens Belgique-France, mais également France-Belgique. Et donc on se dit, allez, ça n'a pas beaucoup de sens, à l'heure où il faut réduire les émissions de CO2, d'aller mettre des barrières juridiques qui, à nos yeux, paraissent quand même d'un autre âge, et qu'on a qualifié d'ultra-protectionniste dans le chef des autorités françaises. Jean-Marc, un mot? Oui, alors nous sommes totalement d'accord sur le constat, on n'est pas tout à fait d'accord par contre sur l'analyse. Nous on considère effectivement que l'interdiction du passage des frontières, c'est pas une interdiction française. On est bien dans l'application d'une réglementation européenne qui a autorisé les États membres à passer aux 44 tonnes dans le ressort de leur territoire. Et il est vrai qu'il n'existait pas dans le code de la route français une infraction. Ce qu'a créé effectivement la France. Mais au bout du bout, ça n'a pas changé grand-chose, parce que là, pour le coup, c'est pas contrôlé. Je pense que les véhicules traversent largement la frontière à 44 tonnes actuellement. On ne les encourage pas à le faire, mais en tout cas, c'est pas contrôlé. L'enjeu maintenant, et je rejoins totalement Michael là-dessus, c'est cette notion d'aberration totale, de dire deux pays limitrophes qui circulent à 44 tonnes, pourquoi, et principalement sur l'activité transfrontalière, on ne va pas les autoriser à traverser la frontière. Donc le débat aujourd'hui est revenu au niveau européen, et on connaît quel est l'enjeu. Quelle était l'idée au départ européenne défendue par certains? C'était de dire non, il ne faut pas de passage de frontières pour éviter la concurrence au report modal et donc d'avoir des véhicules qui circulent avec des grands tonnages sur des longues distances. Dont acte. Mais nous, ce que nous disons aujourd'hui avec nos amis belges, c'est pas d'autoriser le 44 tonnes de l'Espagne jusqu'à la Pologne, c'est d'autoriser le franchissement d'une frontière de deux États membres en activité transfrontalière. C'est tout ce qu'on demande, ce qui semble effectivement relativement logique. Mais le débat va être extrêmement compliqué. On voit déjà les lobbying au niveau européen monter au créneau là-dessus. C'est pas gagné. Mais pourtant, la logique devrait effectivement s'imposer dans ce débat-là. Marco, au niveau européen, un manque d'harmonisation, la France un peu à la traîne sur le 44 tonnes. En fait, j'aimerais souligner, c'est un exemple intéressant de la valeur ajoutée que l'Union européenne peut donner aux parties prenantes. Une harmonisation de règles qui peuvent aider des pays transfrontières comme la France et la Belgique. Donc, si l'Union est capable d'harmoniser et de mettre en place des règles, les mêmes règles au niveau européen dans des pays comme la France et la Belgique, nous sommes tout à fait d'accord et tout à fait contents. En ce qui concerne le cabotage, nous comprenons la situation spécifique de la Belgique, bien sûr, mais en revenant à mon commentaire avant, malheureusement, on a besoin de règles sur le cabotage en Europe. Aujourd'hui. On ne sait pas d'ici à 10 ans, 15 ans, 20 ans, mais malheureusement, ou heureusement, ça dépend des points de vue, on a besoin de règles en ce qui concerne l'accès au marché national de la part des entreprises dans notre pays. Il y a encore des contradictions, des incohérences dans les marchés en ce qui concerne la cotisation sociale, par exemple. Il y a des pays où les entreprises doivent payer le 30%, dans des autres pays c'est les 3 à 4%. Il faut réagir. Il y a encore le phénomène de boîte à lettres, des sociétés boîte à lettres, qui voilà, est tout à fait scandaleux. Et dans pas mal de pays, il y a un écart entre les coûts de transport et la tarif de transport. Beaucoup des entreprises ne sont pas rentables. On arrive à peine à couvrir les coûts de transport. Donc, une entreprise, surtout à la lumière des défis de la transition écologique, la Green Transition, doit être rentable, dans une façon légale. Alors bon, on pourra en parler bien sûr des heures, on aura l'occasion d'en reparler au Salon Solutrans dans quelques semaines maintenant. Marco, vous représentez, je le disais, l'UTR qui représente en fait les petites et moyennes entreprises en Europe. On l'a vu, il y a quand même de nouvelles règles, donc tant mieux, c'est pour protéger ces entreprises, mais est-ce que ce n'est pas non plus des contraintes pour elles, pour les petites et moyennes structures?
si je regarde au paquet mobilité, moi je dirais non, pour la raison qui a été évoquée par Jean-Marc. Aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, on peut faire aisément ce que ça fait 10 ans ou 15 ans on ne pouvait pas faire. Donc si on arrive à exploiter vraiment 100% les nouvelles technologies, il n'y aura pas de constraintes, mais il y aura des opportunités. Les opportunités en ce qui concerne la lutte au dumping social, l'harmonisation de règles comme le 44 tonnes entre la France et la Belgique, par exemple la lutte à l'esclavagisme qu'il y avait avant en ce qui concerne les chauffeurs qui étaient détachés pendant des semaines, pendant des mois dans des autres pays européens, et rémunérés selon le niveau du pays de détachement et pas les pays où les chauffeurs étaient détachés. Donc, bref, à mon avis, il y a des opportunités à saisir de la part des parties prenantes. Michael, pour la Belgique, des contraintes ou opportunités également, ces nouvelles règles européennes pour les entreprises de transport? Je vois les choses autrement. En fait, je vois ça comme un cadre. Ce sont les règles du jeu. Et il faut que les règles du jeu soient claires et qu'elles soient à la limite le plus simple possible. Donc je soulignerai qu'en matière de détachement, même si on était critique vis-à-vis du paquet mobilité, avec le système IMI, les choses ont été considérablement simplifiées pour les opérateurs PME de petits pays comme la Belgique. Donc avant, on est confronté à quatre systèmes de détachement chez nos 4 voisins. La loi Macron l'a appelé comme ça en Belgique, la MILOC, le système luxembourgeois, le système hollandais. Maintenant, on a une plateforme européenne et soulignons que c'est un succès. L'avenir et les attentes sont grandes, je pense, de part et d'autre. C'est qu'est-ce qu'on va faire pour la transition énergétique? Quelles seront les règles pour la transition énergétique? Et là, on attend beaucoup des propositions de la Commission en termes de prévisibilité. À quelle sauce allons-nous être mangés? Et nous attendons à ce qu'il y ait un cadre qui soit le plus global possible, qu'on ne se retrouve pas avec des problématiques de concurrence loyale, de déloyale plutôt, avec des pays qui subventionneraient beaucoup plus que d'autres pays. Donc le cadre européen, ce qui est déjà le cas. Ce qui est déjà le cas aujourd'hui. Mais il faut que les règles soient les plus simples et les plus équitables pour l'ensemble des acteurs européens. Jean-Marc, un mot de conclusion, opportunité ou obstacle, ces nouvelles règles européennes? C'est manifestement pour nous une opportunité d'évolution. Alors voilà, parce qu'on a besoin de protéger nos entreprises et particulièrement les PME. Et je souligne effectivement tous les travaux de l'UETR. Nous sommes membres de l'UETR parce qu'on se retrouve dans cette fédération qui défend les intérêts des PME. Mais oui, c'est une véritable opportunité. L'enjeu, très clairement maintenant, c'est de vérifier la mise en œuvre réelle des dispositifs d'application. Donc ça, on le fait notamment à travers des travaux qui ont débuté depuis un an qui s'appellent Sodial MP avec différents acteurs européens, mais que ce soit d'ailleurs en représentation patronale comme en représentation syndicale. Et on regarde si les pays déclinent bien ce paquet mobilité dans leurs droits, si les mesures se mettent en œuvre conformément aux dates à laquelle elles étaient prévues. Et puis bien évidemment, toute la question derrière du contrôle. Il n'y a pas une règle intéressante si elle n'est pas sérieusement contrôlée. Donc ça, c'est les enjeux de demain. Un dernier mot, Marco? Juste un mot final en ce qui concerne la transition écologique. Les transporteurs doivent être les acteurs et pas les victimes de la transition. Donc, toutes les parties prenantes, publiques et privées, et surtout les acteurs de la chaîne de transport, doivent s'engager pour obtenir ces résultats. Les transporteurs, acteurs et pas victimes de la transition. En tout cas, on aura l'occasion d'en redébattre, d'en reparler assez longuement. Les sujets, les dossiers importants ne manquent pas dans le transport. En tout cas, merci. On aura bien sûr l'occasion d'en reparler, d'en redébattre. Il y a beaucoup de sujets, en tout cas, concernant l'Europe et ensuite chaque État membre. Merci, à bientôt. L'Europe des transports, l'Europe des innovations, donc ça sera bien sûr à Solutrans. Le rendez-vous du 21 au 25 novembre prochain à Lyon Eurexpo. À bientôt.